Cette journée se veut pratique. On est tous confrontés en tant que dirigeants, responsables, managers à des problématiques qui concernent la sécurité, la santé, le mieux-être de nos collaboratrices et collaborateurs. Tout seul, on n'a pas tous les réponses et c'est là que le réseau de compétences rassemblées aujourd'hui joue tout son rôle. Alors se connaître pour finalement trouver plus vite, plus facilement les bonnes réponses à ces problématiques. Alors on va justement poursuivre nos travaux dans cet esprit de dialogue, de recherche de bonnes réponses par le biais de plusieurs témoignages et analyses que je vais avoir la chance de susciter dans le cadre d'une table ronde que j'avais annoncée tout à l'heure. Je vais demander à mes 4 prestigieux invités, ils vont se reconnaître, il et elle, de bien vouloir me rejoindre sur ce plateau et on va les encourager. J'ai cité Christian Boss, Isabelle Cuny-Garcy, Lionel Gossel et Jacques Perrin. Madame, messieurs, prenez place. Et il n'y a pas de plan de table. Installez-vous tranquillement. Bonjour à tous les 4. Vous avez chacun un micro. J'espère que tout va bien pour vous toutes et tous. Je vais faire les présentations rapidement, bien sûr. Isabelle Cuny-Garcy, docteur, bonjour. Merci de nous consacrer cette fin de matinée. Tout va bien ? Avec le micro. Vous allez voir, au bout de 3 quarts d'heure, tout va très très bien se passer. Je suis plutôt confinée dans mon bureau médical. Enfin, si je rencontre des employeurs. Alors, je vais vous appeler docteur. Vous êtes en effet médecin du travail au sein de l'AGESTRA, un service de prévention de santé travail interentreprise, qui nous a été présenté tout à l'heure, évidemment, avec la complicité de Jean-Pierre Staudt, qui est resté avec nous, son délégué général. Vous êtes basé du côté de Thionville. Quelques mots complémentaires, peut-être, pour peaufiner cette présentation ? Si vous voulez, c'était prévu. En fait, moi j'ai envie de dire que j'ai quelques années d'exercice dans la profession. Je ne suis pas aussi vieille que l'institution de la médecine du travail, mais bon. Et j'ai connu toutes ces réformes qui ont été évoquées tout à l'heure. Il y en a eu. Donc voilà. Donc j'ai travaillé à Thionville, je suis partie à Metz, je suis revenue à Thionville. Je suis plutôt Metz de nouveau, puisque notre centre social, enfin notre état GESTRA à Metz. Et donc, voilà. Donc, je suis thionvilloise depuis 32, 33, 36 ans, je crois même. Je travaille au centre médical de Thionville, qui est basé rue du Manège. Parfait. Voilà. Et j'ai en charge un secteur relativement diversifié, qui va de l'industrie en passant par l'artisanat, le commercial, le tertiaire, la grande distribution, les collectivités territoriales et le secteur intérimaire. Voilà, donc je ne manque pas de travail. Voilà. Merci pour cette présentation. Christian Boss, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça va ? Souriant. Mieux serait à descend. C'est super. Vous êtes le directeur de l'IEDRS, l'Institut européen pour le développement des relations sociales. 3 activités, 3 métiers, la médiation, la formation, le conseil, l'audit en relations sociales. Vous accompagnez les professionnels, mais aussi les particuliers dans la prévention, le traitement de conflits, l'amélioration des relations sociales, l'optimisation de ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail. Des précisions complémentaires ? On va bien sûr en parler, mais j'oublie rien de spécial. Vous avez pratiquement tout dit, Parfait. Sauf peut-être un petit élément, c'est j'ai eu la chance dans ma vie de faire des belles rencontres et surtout de pouvoir avoir cette possibilité de juger au nom du peuple français des dossiers en matière sociale pendant près de 12 ans. Et c'est à l'issue de ça que je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait arrêter de... alors je ne dis pas de donner le droit, mais de décider à la place des gens ce qui était le mieux pour eux. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans la médiation en disant, plutôt que de vous imposer quelque chose, vous allez être maître de votre destin et maître de ce qui sera le mieux pour vous. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sous tout ce qui est domaine traitement de conflits, médiation et prévention de situations conflictuelles dans le monde professionnel. Merci pour ces précisions. Lionel Gossel, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous croiser ce matin. En vrai, ça va ? Ça va. Alors, vous êtes, cher monsieur, le président directeur général du groupe Gossel, dont le siège est à quelques encablures d'ici, du côté d'Ogny, sur le plateau de Frascati. Alors, si je dis entrepreneur inspirant, innovateur invétéré, patron humaniste, moi je suis sûr que beaucoup ici vous reconnaîtront. Bien sûr, il faut que j'ajoute que vous êtes à la tête d'un groupe dont les métiers d'origine sont le chauffage, le sanitaire, la climatisation, une entreprise familiale reprise en 2005 pour la faire grandir au gré d'une stratégie qui est fondée sur l'innovation et la diversification allant de l'économie circulaire au numérique, en restant bien sûr dans le BTP. Est-ce que mon résumé vous convient, cher monsieur ?
Oui, oui. Donc, mais Waouh. l'innovation, la sécurité fait qu'on a été obligé d'innover. Donc voilà, donc, je l'ai fait, j'ai évolué parce qu'on ne nous a pas trop donné le choix non plus. Le monde évolue, donc on est obligé de suivre les évolutions. Donc d'où on a mis en place plein de choses pour évoluer avec aussi bien la sécurité que les métiers, quoi. Et on va en parler. Merci Voilà. d'être avec nous. Jacques Perrin, bonjour. Content de vous accueillir. Bonjour. Tout va bien? Oui, très bien. Vous êtes le directeur délégué du groupe de Mathieu Barre, dont le siège est implanté à Montigny-les-Metz. Est-ce qu'il est bien nécessaire de rappeler que cette emblématique entreprise lorraine, fondée en 1861, c'est toujours bien de réviser ses classiques, fait tout simplement partie des principaux acteurs français indépendants du secteur des travaux publics, de la construction, de l'immobilier. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de simple et rapide? On vous connaît. Simplement, peut-être donner quelques chiffres. Avec plaisir. C'est une entreprise qui a 160 ans, c'est vrai, qui a toujours son siège et ses fonctions support en Lorraine, autour de Metz. Et aujourd'hui, on a une croissance très rapide. Je suis DRH au sein du groupe depuis 12 ans. En 12 ans, on est passé de 2500 salariés à 4000. Et le chiffre d'affaires a été multiplié par 2. On est passé de 800 millions à 1,7 milliard. Une entreprise qui est dans le BTP, comme vous l'avez dit, et qui, on en parlera, la santé et sécurité au travail, c'est un fondamental, c'est incontournable. Merci à tous les quatre. Alors, chers panélistes, je rappelle la thématique de cette première demi-journée de réflexion, la sécurité au travail au service d'une performance globale. Comment est-ce que vous appréhendez tous les quatre cette thématique au regard de vos responsabilités respectives? Qu'est-ce que cette accroche finalement inspire de façon très spontanée, notamment après avoir entendu toutes ces présentations ce matin? Docteur, je commence avec vous peut-être. Oui, c'est vrai que pour moi, il y a un lien indéniable entre santé et sécurité pour une performance globale dans l'entreprise. Moi, ça me renvoie à la notion de bien-être au travail, puisque la sécurité du travailleur, c'est déjà avant tout son bien-être. Et le bien-être, c'est globalement la santé physique et la santé mentale du travailleur. Donc ça, c'est une notion importante. Nous, médecins du travail, nous sommes très attachés à la surveillance du travailleur dans tous ces aspects-là. Alors, sachant qu'aujourd'hui, il faut comprendre que les modes de travail ont changé, qu'aujourd'hui, le lien avec le travail a changé aussi, que la position du travailleur par rapport à son travail a changé, que la perception est différente et qu'on voit émerger de nouvelles pathologies au travail, beaucoup de maladies professionnelles, au-delà bien des accidents du travail. Donc, c'est important de prendre en compte tout cet aspect global et ça, la sécurité rejoint très largement et très impliquée par la santé, effectivement. Jacques Perrin, qu'est-ce que ça vous inspire, cette thématique globale de cette matinée, ce qu'on a entendu? Ce que vient de dire le docteur et ce qui a été dit ce matin, c'est incontournable. C'est incontournable. Je dirais que la santé et sécurité au travail, l'environnement de travail du collaborateur, de l'ensemble des salariés, c'est un élément aussi. Alors on va parler peut-être d'économie, mais je dirais qu'un salarié qui est à l'aise, qui travaille dans de bonnes conditions de sécurité, forcément et a une meilleure productivité la performance. Et une meilleure performance. C'est évident, pour lui-même et pour l'organisation. Monsieur Gossel, vous ne direz pas autre chose, je suppose. Moi, dans les années 2000, j'ai commencé avant, mais j'ai vu arriver le SPS sur nos chantiers. Alors moi, j'ai mis la casquette BTP, la bâtiment PME. Je suis pas entreprise générale, donc moi, je me mets à la place de l'artisan. J'ai vu arriver le SPS sur les chantiers. J'ai vu arriver le PPSPS, le document sécurité du chantier, personnalisé. Et j'ai vu aussi mes collègues dire « Ah, encore un document, ah, encore un truc à remplir, encore un... » Voilà. Alors moi, j'ai pris un peu ça un peu à l'envers. Je me suis dit, ce document-là va peut-être nous servir à mieux travailler. Et qui dit sécurité, alors moi, c'est mon discours que j'ai tous les jours avec mes employés, qui dit sécurité dit meilleure qualité, rapidité. Voilà, c'est-à-dire que ça va nous faire gagner de l'argent dans le sens que le fait de penser sécurité, tu vas être plus logique sur la façon de porter, de transporter, d'emmener tes éléments au dernier étage. Donc tu vas créer de la logique. Donc moi, je pense que la sécurité, ça apporte aussi d'autres choses. Le fait d'avoir une réflexion sécurité,
nous oblige à mieux travailler et à gagner du temps, gagner de l'argent. Voilà. Tout simple. Donc, alors, je ne dis pas que c'est parfait. Alors, le SPS ou le PPSPS sert surtout aussi l'interface entre les autres lots. Le malheur dans tout ça, donc moi j'ai pris ça d'un bon oeil, mais c'est que ça se dégrade. C'est-à-dire qu'on paye des gens, des SPS, monsieur sécurité, sur les chantiers, mais on ne les voit pas, ils ne viennent pas. À part remplir un document, et ça prend 5 minutes sur la première réunion de chantier, et après c'est fini. Donc la responsabilité, on l'a transférée. Donc moi, là, avec ma casquette d'entrepreneur, je dis OK, nous on nous demande beaucoup de choses, on paye beaucoup de choses, on nous incite, mais il y a des têtes pensantes qui font des documents et ces documents-là ne sont, à mon sens, pas mis à la hauteur qui devrait être mise. Pourquoi ? C'est encore un aspect économique, c'est-à-dire que le SPS, on va prendre le moins cher. Donc, je sais pas, moi, un bailleur social va prendre sur un appel d'offres le SPS moins cher. Le SPS moins cher, s'il n'a pas les moyens, il ne va pas passer de temps sur le chantier, donc ça va dégrader le chantier. Voilà. Ça c'est fait. Christian Bosse. Ouais. Oui, alors, effectivement, le docteur parle de bien-être au travail. Moi, je parlerai aussi de performance. Et je remercie le président du fonds de dotation ce matin de ce qu'il a dit, parce qu'il a pratiquement tout dit dans son allocution concernant le fait de ne pas être forcément au courant des derniers éléments. Alors, on va parler tout à l'heure des textes de loi, mais qui forme les gens à travailler sur l'humain ? Parce que, en fin de compte, tout ça, c'est beau, c'est de la belle parole, c'est des belles manifestations, mais qu'est-ce qu'on fait après ? C'est la question que je me pose, c'est une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et à quel moment on remet l'humain au cœur de l'entreprise ? Justement, je vais rester avec vous, Christian Bosse, ça m'intéresse ce que vous dites là, parce que quels sont les constats que vous faites au quotidien dans les organisations que vous accompagnez? Est-ce que cette dimension santé, sécurité, prévention est encore prise plutôt sous la contrainte que sous l'engagement, comme on a entendu tout à l'heure? On va citer personne, mais comment vous le percevez? Bien évidemment, on est sous la contrainte. D'ailleurs, on vient de l'entendre de ce que Lionel vient de dire. On paye des éléments, on ne les voit pas, on ne nous aide pas. Voilà, moi je pars toujours du principe, demande-toi ce que tu peux faire pour l'entreprise au lieu d'attendre ce que l'entreprise va faire pour toi. C'est-à-dire que ma mission que je me fixe dans les entreprises, c'est de remettre les salariés en tant qu'acteurs de l'entreprise et plus spectateurs de l'entreprise. Maître Guizot a clairement dit tout à l'heure ce que coûtaient les risques psychosociaux, ce que coûtait la maladie, et on ne parle pas, et là je parle sur le couvert du docteur à côté, des risques du harcèlement moral, harcèlement sexuel, l'aspect psychologique. Aujourd'hui, plus personne ne veut prendre de risques parce qu'il y a tellement eu de dégâts qui ont été faits sur le harcèlement. Est-ce qu'on doit être acteur du harcèlement, ou est-ce que c'est notre comportement? C'est-à-dire qu'on a tous ces thématiques où on y va à tatillon, on y va à des œufs, on n'ose pas trop aller. Et à un moment donné, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes et puis de se dire, à un moment donné, formons les êtres humains à travailler ensemble. Et surtout, la base de tout, je pense que c'est pas travailler ensemble, je pense que c'est apprendre à communiquer ensemble. Au fond, c'est une question, Monsieur Bosse, de dialogue social. Comment est-ce qu'on prend en compte ces considérations dans cette communication? Le dialogue social, c'est la communication dans le collectif de l'organisation. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous expliquer pour nous montrer que le dialogue social sur ces questions, ça aide? Bien sûr, là, ils m'ont autorisé de parler d'eux. Donc, c'est le centre hospitalier, le groupe hospitalier Saint-Vincent de Strasbourg, qui a décidé de révolutionner un petit peu l'après-Covid, de voir un petit peu comment on peut travailler, sachant que les infirmiers, les médecins ont un élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'ils ont un petit peu retrouvé un peu plus de sens à leur travail, à leur mission, ce qu'ils avaient perdu avant ces éléments-là. Alors, on les a applaudis, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que notre comportement ne doit pas être en adéquation avec ce qu'on disait d'eux il y a une époque? Alors, on ne l'est pas aujourd'hui. Alors, je travaille avec les partenaires sociaux, la CFDT, l'UNSA, qui sont venus avec le domaine aussi patronal, et de se dire qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour améliorer les conditions de travail. Et je vais vous donner une thématique tout simple. Ce groupe hospitalier, dans cet audit que nous avons effectué, on s'est aperçu qu'ils ont souhaité ouvrir une commission harcèlement, parce que la loi les oblige. Alors, on pourra en discuter sur la commission harcèlement. Donc, ils ont décidé de faire une commission harcèlement. Ils ont ouvert cette commission harcèlement, très contents, très fiers, mais ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas tout simplement pourquoi? Parce que la personne qui est en situation de
présumé harcèlement, je parle toujours de présumé, elle ne va pas aller dans le bureau où c'est marqué bureau harcèlement parce qu'elle va être montrée du doigt, parce que je me sens pas bien, voilà, donc j'ai pas envie. Donc j'ai invité avec une comité de pilotage à réfléchir sur cette thématique, donc c'est ne pas leur apporter la solution, mais c'est que la solution vienne d'eux, parce que c'est la meilleure façon que ça marche, parce que si vous leur apportez et que ça ne marche pas, ça sera toujours de votre faute. Par contre, si ça vient d'eux, pour clôturer, eh ben, on a appelé ça le groupe éthique et comportement, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler uniquement sur le domaine du harcèlement, mais sur les comportements et la communication. Et là, ben, les gens viennent, ils s'expriment, et on a beaucoup moins de situations, c'est-à-dire qu'on les désamorce dès le début. Merci pour ce témoignage concret. Jacques Perrin, comment ça se passe chez De Mathieu Bar? La sécurité dans la construction, c'est forcément dans l'ADN, on va le dire comme ça. Quelles sont tout de même les principales difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Quelles sont les mesures, les procédures que vous mettez en place? Même si je sais qu'une procédure, même quand elle est bien en place, elle n'est pas forcément appliquée. Alors, je ne vais peut-être pas pouvoir, avec le temps qui nous est imparti, détailler tout. Mais déjà, c'est dans l'ADN, c'est incontournable. Question de productivité, de production aussi, de réaliser les ouvrages. J'en parlerai après aussi. L'exigence de nos clients. Parce que nos clients, ils n'acceptent plus qu'on travaille dans de mauvaises conditions. Parler des moyens. Alors, l'idée, c'est effectivement, je retiens ce qui a été dit, c'est que l'idée, c'est qu'on passe de salariés un peu spectateurs ou de managers un peu spectateurs, on en parlera tout à l'heure sûrement, à des personnes qui sont vraiment impliquées, qui sont actrices de la sécurité. Alors on a mis aussi des moyens pour vous donner un ordre d'idée, et j'en discutais avec M. Muller tout à l'heure, on est aussi sur des plafonds de verre, on peut le dire. On a multiplié par 4 le nombre de salariés qui sont vraiment dans la sécurité et les conditions de travail. Il y a 12 ans, ils étaient 15, aujourd'hui, on n'arrive peut-être même plus à les compter, ils sont 60 et peut-être un peu plus. On a réduit certains accidents, mais on voit bien qu'il faut trouver d'autres moyens, d'autres actions. On parlera d'innovation, j'imagine, au cours de la table ronde, et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. L'idée, c'est de travailler sur les comportements, et ça, c'est quelque chose de longue haleine. Alors, comment vous accompagnez justement vos managers, parce que ce sont les relais sur le terrain auprès des équipes pour prendre en compte ces dimensions-là? Alors, les managers, je disais, aujourd'hui, enfin, hier, ils étaient plutôt considérés comme comment dire, pas des spectateurs, mais des gens qui sont amenés à donner des instructions, surveiller, contrôler. Aujourd'hui, on essaie de les amener à une position d'être acteurs, c'est-à-dire je m'engage à faire en sorte que vous ayez le matériel, les EPI, le temps nécessaire pour votre production, l'organisation adéquate, etc. On les forme, bien entendu. Je fais exprès, mais oui. C'est quand même un peu leur boulot. Manager, c'est ça. Oui, c'est une question de responsabilité. Oui, mais en matière de sécurité, on leur demande tellement de choses. Un directeur de travaux, on lui demande des objectifs, les délais, un technicien, de la logistique, de la gestion de projet, etc. Et en plus, on lui dit il faut que tout ça se fasse avec de la sécurité, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il y ait 0 accident, puisque là, c'est vraiment l'objectif. Et on peut y arriver. On a des régions où on a 0 accident, puis d'autres, c'est plus aléatoire. C'est ainsi. Donc la formation des managers est importante. On fait aussi en sorte que chaque année, ils fassent un tour complet en matière de santé et sécurité de leurs équipes, de leurs chantiers, d'une manière exhaustive, si possible 2 fois par an. Et puis, ils sont également évalués sur leur performance en matière de sécurité. Lionel Gossel, vous êtes un dirigeant très en proximité de vos collaborateurs, c'est connu, vous dites souvent « méga », sur un ton quasiment fraternel. Alors pardon, c'est très masculin tout ça, mais tout le monde comprendra le sens générique évidemment de l'interpellation. Qu'est-ce que ça révèle au fond? La valeur humaine avant tout? C'est ça? C'est votre ADN à vous? Moi, j'ai beaucoup de respect par rapport à mes compagnons ou mes gars, parce que déjà, avoir le geste juste et travailler, c'est déjà... Je respecte les gens qui savent le faire. Donc moi, je mets beaucoup en œuvre autour d'eux pour qu'ils aient du confort dans leur travail et qu'ils fassent leur geste le mieux possible.
quand on bricole tous le dimanche ou le samedi, le plus dur, c'est quoi? C'est la préparation. C'est avoir la bonne mèche, le bon escabeau, le bon touré. Et après, le geste, on va dire, entre guillemets, il est un peu plus facile. Donc nous, on a plein de systèmes qui nous permettent de limiter les risques. C'est quoi ces systèmes? Donc nos systèmes, alors, je vais en parler de deux. Le premier, c'est qu'on a beaucoup travaillé la préfabrication. Donc on préfabrique dans le monde du chauffage, la plomberie, on préfabrique un maximum en atelier, ce qui évite le temps passé sur le chantier. Parce que sur le chantier, plus on y est, plus qu'on a le risque. Parce qu'il y a beaucoup d'interfaces avec les autres corps d'État, et le confort et l'hygiène n'est pas terrible non plus. Donc on arrive à diviser par 4 le temps sur le chantier. C'est-à-dire qu'une préfabrication d'un logement complet, en général, on met 4 jours pour le faire. Là, on le pose en une seule journée. Par contre, il est préparé en atelier avec gestes et postures, tout ce qui va bien au niveau, au niveau de notre métier. Donc ça, c'est alors les grosses chaufferies, les petites, voilà, peu importe, mais on fait un maximum de choses en atelier, en préfabrication. Après, il y a le côté logistique, donc livrer à la bonne cadence, au bon moment, quand il y a la grue, quand il n'y a pas la grue. Donc la préfabrication, finalement, nous a obligés, vu qu'on va de plus en plus vite sur les chantiers, d'avoir une bonne logistique. Donc finalement, ça nous a ramené un paramètre encore sécurité. Voilà. Après, le deuxième point important, c'est que j'ai mis en place aussi beaucoup de numérique. Donc on rentre dans un système aussi en ce moment moderne, on va dire. Au niveau sécurité, on a besoin, on parle de PPSPS, qui normalement, chaque employé doit être capable d'avoir le document de sécurité du chantier avec lui, et c'est une obligation entrepreneur, on doit le fournir. Compliqué parce que c'est du papier, à l'époque c'était comme ça. Donc on a mis en place un système numérique où à n'importe quel moment, quand il démarre sa journée, il peut lire ce document. On parle d'amiante. On est venu avec les maladies indirectes qui arrivent 20 ans après. Tu peux être touché de l'amiante et 20 ans après dire votre employé qui a travaillé sur ce chantier-là, maintenant il est malade. Mais voilà, donc on fait passer des formations sous section 4. Il faut que vos gars qui vont travailler en milieu amianté doivent être formés. Alors, il y a des amianteurs, eux sont surformés. Mais nous, plombiers, menuisiers, électriciens, on n'est pas des amianteurs, mais on travaille dans des milieux amiantés. Alors, il faut bien sûr protéger l'employé, mais il faut aussi protéger l'entreprise, parce que quand il tombe malade 20 ans après, c'est l'entreprise qui va commencer à payer. On l'a bien entendu tout à l'heure. Et là, on peut vite mettre en danger l'entreprise. Donc, on a mis en place des systèmes avec notre logiciel. Donc, on a mis un système numérique qui... une fois que la formation a été faite auprès de l'employé, on a une obligation, c'est de lui fournir le diagnostic amiante. Donc, au lieu de lui donner un document de 20 pages qui ne sera pas lu, on lui met en pièce jointe de son intervention et on l'oblige à le lire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il ne va pas le lire. Je ne vais pas le dire. Mais lui, il a checké. Lui, il a dit qu'il l'a lu. Et on ne l'a pas empêché de lire. C'est une question voilà. Alors, je ne dis pas que ce sera fait, mais systématiquement, on lui demande à chaque intervention de checker, est-ce que tu t'es protégé? Est-ce que tu as tes EPI? Est-ce que tu as lu tes pièces jointes? Alors, il va checker. S'il ne check pas, il ne peut pas faire suivant. Voilà. Donc, on commence indirectement, c'est contraignant, mais on commence à le former. Et un jour, peut-être qu'il va le lire. Et peut-être qu'un jour, il va se poser la question. Voilà. Donc, le fait de pouvoir, grâce au numérique, de faire du créer des réflexes, voilà, et revenir à force, plus souvent. On en parle plus, ça devient plus logique, plus normal. Et faciliter la vie. Après, il y a la facilité, comme vous dites, facilité. On est arrivé avec le Covid. Le Covid qui arrive, il faut aller travailler sur les chantiers. Et là, l'OPBTP nous envoie une liste de questions à poser tous les matins à tous nos employés, à remplir. Voilà. Mais c'est 30 questions. Est-ce que tu as la rue? Est-ce que tu as ton masque? Tu as tes lingettes? Est-ce que tu respectes 1 mètre? Voilà. Donc nous, tous les matins, et encore maintenant, on a encore gardé une petite partie de la réglementation qui est plus obligatoire, mais on l'a quand même gardée. Et avant de démarrer sa journée, il y avait une obligation, c'était de checker. Donc on lui répétait tous les matins, garde bien ta distance, monte pas à côté de ton collègue dans la camionnette, autrement il faut que tu aies un autre véhicule, nettoie tes outils quand tu sors de chez le locataire. Voilà, plein de questions, je ne les connais pas par cœur. Mais... La répétition, source de pédagogie. Ouais, je pense que finalement c'est comme l'apprentissage, c'est à force de répéter un geste que ça revient. Donc on a la chance avec le numérique de pouvoir faire le schéma qu'on a besoin. On a la chance de travailler avec de Mathieu Hébard qui sont numérisés avec notre logiciel. Donc c'est parfait, vous pouvez travailler ensemble. Voilà. Isabelle Cunig-Guercy, docteur, comment est-ce que vous intervenez auprès d'une entreprise, de son dirigeant? Quelles sont les problématiques que vous êtes amené à discuter avec vos interlocuteurs, très factuellement, sachant que l'un de vos rôles clés, c'est avant tout de conseiller pour prévenir. On l'a bien compris, ça.
Moi, je voudrais dire, donc je suis médecin dans un service interentreprise, hein, donc qui regroupe un certain nombre d'adhérents. Il faut savoir que près de 80% de nos adhérents sont quand même des très petites entreprises, et que pour ces adhérents, pour ces très petites entreprises, le seul interlocuteur dans le domaine de la santé ou de la prévention, c'est le médecin du travail, hein, ou les professionnels de santé. Mais comme le médecin du travail est le chef d'orchestre et pilote toute l'équipe, donc en principe, on s'adresse en priorité au médecin du travail. Donc ça, c'est une notion importante à savoir, d'autant plus que, bon, voilà, ils sont souvent démunis et on est là pour leur donner du conseil. Alors, le médecin du travail, on sait très bien que c'est un préventeur, c'est un acteur de la prévention, et qu'au-delà du suivi médical des salariés, il peut proposer de l'action de prévention et des actions en milieu de travail, ainsi que des conseils. Alors, comment on intervient? C'est très variable. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire entrave au médecin du travail dans son obligation de visiter les lieux de travail, de voir l'organisation du travail, de voir les conditions de travail. Donc, il est amené à proposer de l'amélioration dans les conditions de travail, de l'adaptation des postes de travail. Donc, tout ça avec de la promotion à la santé, à la sécurité, à l'éducation sanitaire. Enfin, c'est un panel assez large. Le rôle du médecin du travail est complètement légiféré. On a un code du travail qui nous définit bien tout à fait nos missions, et on est encore d'autant plus, avec la loi qui vient d'arriver, davantage renforcé dans nos actions de prévention. Quels sont les risques les plus fréquents auxquels vous avez affaire, et est-ce que vous rencontrez parfois des situations un peu critiques? Comment ça marche? On va travailler sur on est sollicité sur plusieurs objectifs. Il y a l'objectif de la prévention du risque professionnel. Donc ça, c'est un volet bien évidemment important, puisqu'il participe, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la bonne santé physique et mentale, et surtout à la préservation de la dégradation de l'état de santé. Et puis, il y a aussi un autre objectif qui n'est pas négligeable et qui nous occupe beaucoup aujourd'hui, médecins du travail, c'est le volet de la prévention de la désinsertion professionnelle avec le maintien au travail. Et ça, ça peut se rejoindre avec la prévention des risques, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a de la maladie. La maladie n'est pas toujours en lien avec le travail, et que, aujourd'hui, certaines maladies sont devenues des maladies chroniques, où le parcours de soins a parfois été long, complexe. On a affaire à des salariés qui sont pas forcément complètement guéris, il y a une guérison partielle, et ces salariés, il faut les maintenir au travail. Parce que ça, c'est un enjeu de santé publique, et le maintien du salarié au travail. Donc, il faut anticiper tout ça. Donc, par la prévention des risques, par l'amélioration des conditions de travail, certes, mais ça ne suffit pas. La Haute Autorité sanitaire de santé nous le dit bien. L'anticipation avec l'implication de tous les acteurs de la prévention. Donc, ça passe par l'employeur, puisqu'il est responsable de la sécurité de ses salariés, le médecin du travail, tous les organismes extérieurs, le travailleur lui-même qui doit être impliqué. Bien sûr, toutes les parties prenantes, toutes évidemment. les parties prenantes. Donc voilà. Donc, nous, notre rôle aujourd'hui ne se limite pas, au simple suivi médical des salariés. La prévention des risques va nous permettre quand même concrètement de faire du suivi adapté au travail, du suivi adapté du travailleur. Mais c'est beaucoup plus complexe. Alors, les risques qu'on rencontre, aujourd'hui, il y a beaucoup de risques très diversifiés. On a beaucoup de risques physiques liés à des conditions de travail ou des pénibilités au travail qui sont difficiles. Les risques psychosociaux, avec des troubles neuropsychiques qu'on voit émerger de plus en plus. Les pathologies professionnelles, j'apprends à personne qu'aujourd'hui, les troubles musculo-squelettiques sont en exponentiel. Donc, mais les troubles psychopsychiques aussi. On en parlera cet après-midi. Voilà. Christian Bosch, je reviens un instant sur cette fameuse loi du 2 août 2021 et ses décrets d'application qui sont tout récents. Ça change vraiment la donne? J'aurais tendance à dire que ça vient alourdir notre code de travail qui est déjà très épais et qui est déjà très compliqué.
Bien évidemment, il faut mettre des règles, mais on met des règles, pourquoi? Parce que certaines ne les suivent pas, c'est comme le code de la route. On nous a fait une limitation de vitesse parce que des personnes se sont crues des pilotes automobiles à 200 km/h, et donc on sanctionne généralement tout le monde. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, là je vous parle en tant qu'ancien juge à la chambre sociale, c'est que quand on avait des dossiers d'harcèlement, la première question que je posais, c'est « Ok, vous avez été averti d'un harcèlement, qu'est-ce que vous avez mis en place ?» Rien. Donc déjà là, je m'interpelle en me disant, mais est-ce que c'est une entreprise qui s'intéresse aux salariés à partir du moment où ils n'ont rien mis en place immédiatement, alors qu'on a des outils? Bon, moi, je suis maintenant enquêteur auprès de l'ADRIR maintenant en tant qu'enquêteur sur les situations de harcèlement moral ou sexuel, mais il y a plein aujourd'hui d'éléments. Et j'entends Lionel tout à l'heure disait qu'il a une entreprise très paternaliste. Ça s'est fait à une époque. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore de rigueur? Je ne sais pas. Il y a tellement d'obligations, de droits, de devoirs, que être paternaliste, c'est bien, mais on n'a jamais été dans une entreprise. Aujourd'hui, en France, on n'a pas de personnel. Je vois bien que ce soit les restaurateurs ou autres qui recherchent des personnes à recruter, ils n'arrivent pas à recruter. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il a changé. Les gens ont changé. Ils ne sont plus du tout fidèles à leur entreprise et ils préfèrent aller dans une entreprise où il y a une bonne qualité de vie au travail plutôt que dans une entreprise où ils ont un bon salaire, où ils sont bien copains avec le patron, où ils ont un baby-foot, où ils ont un flipper, où ils ont des massages. Ça, c'est terminé. C'était à l'heure à un moment donné. Mais aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est avoir une bonne qualité de vie au travail, être heureux de travailler et pourquoi pas, encore mieux, c'est travailler par passion. Alors, pour acculturer tous ces acteurs de l'entreprise à ces notions-là, c'est quoi? C'est la sensibilisation, c'est la formation qui sont les leviers. C'est ça l'enjeu? Bien évidemment. Les managers, bien sûr les équipes, mais surtout la chaîne managériale. Moi, je pense, je continuerai à me battre à dire qu'en fin de compte, c'est la communication, c'est apprendre aux personnes à communiquer, à savoir être pour savoir faire. Parce que, en fin de compte, j'ai entendu, je ne sais plus, ce matin, j'ai entendu un intervenant qui disait « Je vais avoir beaucoup de difficultés à dire à mon collègue que ce qu'il est en train de faire est zone à risque. » Ça ne devrait pas être difficile à le dire. Ça devrait être une obligation. Ça devrait être un devoir. Il existe le non-assistance à personne en danger quand je sais que quelqu'un est harcelé et que je ne dénonce pas parce que j'ai l'impression qu'elle me raconte toujours la même chose, parce que c'est une mytho, parce que ci, parce que ça. Donc je ne vais pas le dire. Et à un moment donné, il va falloir prendre conscience qu'on a des responsabilités et que si ce n'est pas du harcèlement, c'est au minimum de la souffrance au travail qu'elle exprime. Parce que si je vais bien dans mon entreprise, je ne vais pas dire que telle ou telle personne me harcèle ou que telle ou telle personne, ou que je suis dans une situation de mal-être. Donc c'est déjà de l'écoute, en fait. C'est déjà apprendre à écouter, apprendre à communiquer. C'est pas compliqué. Il y a 3 éléments qui font une situation conflictuelle. Je l'ai entendu tout à l'heure, c'est la contrainte, les interprétations et les jugements. Et si on apprend à communiquer sans ces 3 éléments qui sont déclencheurs de conflit, je peux vous dire que dans l'entreprise, on a une communication différente. Je peux dire quelque chose de négatif, je peux sanctionner, mais la sanction que je dois mettre dans l'entreprise, elle n'est pas là pour taper sur les doigts. Elle est là pour faire prendre conscience que ce que j'ai fait est une erreur, et si je réitère une erreur, ça devient une connerie, ça sanctionne. Docteur, la sensibilisation, la formation, l'écoute, la communication, c'est le... Oui, j'ai envie de rajouter le petit cocktail gagnant. L'implication, peut-être, la motivation, oui. L'engagement, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui... Bon, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est pas seulement qu'une question de grosseur d'entreprise. Il y a des très petites entreprises qui sont impliquées, puis il y a des entreprises de moyenne importance, voire plus grosses, pour qui parler prévention, ça ne veut pas dire grand-chose. Et l'inverse existe aussi. C'est quand même plus facile dans les entreprises d'une certaine importance où ils ont souvent une organisation. Mais ceci étant, ce n'est pas une généralité. Donc, c'est vrai que je pense que statistiquement, si on regardait les statistiques, je pense que la culture de prévention est quand même
Mais ça, on ne peut pas en vouloir aux entreprises, les très petites entreprises qui sont dans des enjeux économiques ou commerciaux certainement peut-être plus importants que dans des gros groupes ou des grosses entreprises. Mais ce qui est sûr, c'est que la culture de prévention est peut-être moins développée aujourd'hui dans les très petites entreprises et qu'il y a encore à faire. Ou peut-être même dans notre culture tout court, ou dans d'autres franco-française. Oui. Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Qui doit faire le boulot pour ces compétences dont on a besoin en matière de santé, de sécurité, de prévention dans les organisations? C'est l'entreprise qui doit faire le boulot? C'est l'école? Non, tout le monde. Alors nous, on a beaucoup de compagnons à l'extérieur, sur les chantiers. Donc le SPS, le client, les autres entreprises ont un rôle. On réinvente rien. Ça existe, les documents sont là. Il faut juste qu'on mette un petit coup de torchon de poussière sur tout ça et puis qu'on redémarre propre et qu'on remette les choses bien. Mais c'est tout, il suffit de le faire. On réinvente rien. Passer une demi-heure ou une heure à penser sécurité sur le chantier, je vous garantis qu'on est tous gagnants. Tous, et on peut s'entraider. Voilà, alors petit ou grosse entreprise, un artisan en général, il est passé dans une grosse entreprise avant d'être artisan. Donc ce que nous, on lui aura appris, il va pouvoir l'utiliser. Gestes et postures, c'est la base, on a tous connu ça. C'est la base, mais ça se perd. Ça se perd. Et les problèmes qu'on a, c'est l'épaule, c'est le dos. Et ça, c'est pas normal qu'en 20 ans, on a toujours les problèmes de dos et les problèmes d'épaule. C'est pas normal. Ça devrait plus exister, ces problèmes-là. C'est pas normal. Monsieur Perrin, on est d'accord, c'est pas normal. La formation, ça aide à ce que ce ne soit plus le cas dans les années qui viennent. C'est quoi? Formation, c'est important. Alors, je vais pas toutes les données. Nous, aujourd'hui, on travaille sur l'utilisation de l'électroportatif. Alors, l'électroportatif, c'est des grosses perceuses, c'est des grosses meuleuses. Enfin, c'est des engins qui sont pas évidents à manipuler. Et on voit bien là aussi, on a multiplié les formations. Je prends ça comme exemple. Et on a du mal à ce que tout le monde porte ses EPI. Et on voit, que ce soit chez nous ou ailleurs, encore des gens qui vont aller tronçonner sans lunettes. Enfin, c'est complètement fou. Alors, on travaille beaucoup aussi sur le travail en hauteur. C'est une source de risque importante, vu les ouvrages que l'on fait. Et puis, on essaie d'avoir des actions collectives. Alors les quarts d'heure sécurité, bon nombre d'entreprises le font. Nous, on les systématise vraiment toutes les semaines ou tous les jours selon la taille des chantiers. Et puis, on fait 2 actions par an où on arrête l'entreprise, tous les services, tous les chantiers pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures pour parler d'un thème de sécurité où tout le monde là est acteur. Pour trouver des solutions et pour aussi discuter et échanger sur ces risques-là. On a fait le travail en hauteur, les risques électriques, c'est des grands classiques, les lingages, le port de charge, etc. Et ça donne de bons résultats, en tout cas de prise de conscience. Après, le résultat dans le temps, il faut vraiment l'observer sur plusieurs années. Enfin, c'est ainsi. Mesdames, Messieurs, si vous souhaitez interpeller nos intervenants, c'est maintenant. On va vous donner la parole. En attendant la première question, c'est toujours un peu difficile de démarrer le débat. J'ai une question encore sur finalement cette organisation systémique. On dit qu'il y a beaucoup d'acteurs impliqués pour accompagner les entreprises, etc. On a quand même une vision très descendante en France. On n'arrête pas de parler de la loi depuis ce matin. Est-ce que vous pensez que l'organisation systémique de la prévention et de la santé au travail aujourd'hui concourt à aller vers ces résultats, vers le zéro accident, vers le zéro problème de risque psychosocial, par exemple? Qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce qu'il faudrait changer encore? Les zéro accidents, ça n'existe pas. C'est pas possible. Un accident, c'est un accident. J'en suis conscient. C'est un accident et c'est souvent l'accumulation de plein de paramètres qui fait voilà, ça arrive. Mais je pense que le confort et la communication, faire les réunions, l'échange, la prise, ce que vous faites là, c'est super. Franchement, c'est top parce que c'est des prises de conscience. On peut tous échanger. Donc, on communiquer rien qu'entre nous, déjà, c'est déjà génial. Ça permet de vraiment améliorer tout ça. Et même l'intervention qu'il y a eu juste avant nous, mettre des chiffres sur le fait que d'investir 1 pour en gagner 2. Ça rapporte 2. Voilà, plein de petites choses par rapport au temps
d'arrêt, tout ça, que finalement, moi j'ai 270 personnes, je ne suis même pas au courant. Donc c'est quand même un peu malheureux. Mais voilà, donc c'est super, il faut qu'on continue dans le sens-là, à bien communiquer. Et voilà, voilà, bravo à ce que vous faites. Il faut C'est un message à l'attention du fonds de dotation Merci et au cabinet d'avocats du Roux Guizot, qui sont les organisateurs. Merci. Il y a une question dans la salle. Oui, bonjour. Bonjour. Il faut toujours une première question, du coup je me lance. Vous êtes gentil. Qui êtes-vous, jeune homme? Alors, je suis Jordan Baldo, je suis le responsable innovation amélioration continue de l'entreprise Accès Intérim. J'entendais parler tout à l'heure de communication. Moi, je suis à 100% sur le sujet. Je dis toujours, mon métier à moi, c'est 20% de technique, 80% de communication. Et quand j'ai envie d'avoir une idée, je regarde ce qui se fait vers le nord, parce qu'ils ont souvent un train d'avance sur nous. Je me rappelle d'un article d'il y a quelques années, au Danemark, où ils ont commencé à donner aux enfants, à l'école primaire, des cours d'empathie. Et alors, la question, j'ai pas retenu votre nom, je suis désolé. Christian Boss. Monsieur Boss. Donc, je pense souvent à ça parce que, en fait, c'est toute une culture à faire évoluer. Et l'empathie fait partie de ces thématiques, moi, qui m'est chère, parce que comprendre l'autre, c'est déjà faire un pas en avant et avancer pour bien communiquer. Est-ce qu'on n'aurait pas matière à pousser dans ce sens aussi? Parce que moi, j'ai un petit garçon qui a 5 ans, je vous garantis que je pousse, mais au niveau national, il y a peut-être des choses à faire sur le sujet. Bien évidemment, merci pour cette question. Bien évidemment, la communication est importante. J'ai à Metz et à Luxembourg une école qui forme des médiateurs professionnels qui ont pour mission de traiter des situations conflictuelles. Et pour vous donner une petite idée, quand on avait des dossiers en tant qu'enquêteur sur du harcèlement moral au niveau des conseils des prud'hommes, sur 10 dossiers, il y avait 8 employeurs qui étaient condamnés parce qu'ils n'avaient pas forcément fait ce qu'il fallait. Alors parce qu'il y avait des situations avérées ou parce qu'ils n'avaient pas forcément fait ce qu'il aurait dû faire pour protéger ses salariés. Et sur ces 8 entreprises, quand j'étais de l'autre côté de la barre, je regardais les dossiers, je me dis, mais en fin de compte, il n'y en a que 2 qui y sont. Réellement, parce que effectivement, on a une personne qui est venue harceler l'autre. Et donc, ça veut dire qu'il y en a 6 qui se sont fait condamner pour la simple et bonne raison, parce qu'ils n'ont pas été attentifs à cette situation-là. Donc je suis d'accord avec vous, la communication est très importante. Moi, j'interviens dans les entreprises pour apprendre aux salariés à communiquer entre eux. C'est-à-dire à se dire à un moment donné, j'en parlerai tout à l'heure, cette phrase qui est toujours magique, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas coupable de ce que tu entends. Et il faut prendre conscience que celui qui est en face de moi a un point de vue, même s'il est différent du mien, il a au moins le mérite d'avoir un point de vue et je dois le respecter en tant que tel. Et à partir du moment où on respectera l'autre sur ses cultures, sur ses croyances, sur tous ces éléments-là, et de se dire, ok, je ne suis pas d'accord avec toi, comme dirait le sage, mais je me battrai toujours pour que tu puisses le dire. Et c'est ça, c'est la communication, c'est apprendre à communiquer. C'est un métier. Alors, je serais même amené à dire, c'est un art de communiquer, mais de prendre conscience que l'autre peut avoir des souffrances, et même s'il m'a mal parlé aujourd'hui, prends-le sur toi. Non, prenez conscience que le fait qu'il ait mal parlé aujourd'hui peut se toucher l'un ou l'autre parce qu'on est tous différents. Et si on n'a pas décidé de travailler sur l'humain, remettre l'humain au cœur de l'entreprise, vous pouvez sortir ce que vous voulez, les audits que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, c'est ce que je dis souvent, c'est des audits de tiroir. On fait parce qu'il faut faire. J'ai vu une main se lever. Oui, merci pour cette journée. Jean-Michel Schweitzer, je suis conseiller en relations sociales et en conditions de travail. Et en creux, écoutant les premières interventions jusqu'à cette table ronde, on pourrait aussi dire que, d'une manière générale, en France, on a une pluri-institutionnalité, des pluricompétences qui sont extrêmement nombreuses sur les questions de santé-travail. Je crois qu'on a des pays les plus complexes, je crois, sur le plan du dispositif de prévention des risques professionnels, j'entends du point de vue institutionnel. Et puis vous disiez aussi un grand nombre de pages de textes qui posent des obligations.
Et par ailleurs, vous vous rappelez aussi que les résultats du point de vue de la santé-sécurité, quand on regarde les chiffres des comités techniques nationaux de la CNAM, sont plutôt pas bons, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas très bon élève, effectivement, dans la cour européenne ou voire par rapport à d'autres pays. Cela étant, moi, je porte plutôt à la fois une interrogation, mais à titre personnel, je défends plutôt ça. Il me semble que la prévention devrait aussi se jouer dans les branches professionnelles et les activités. Et c'est très rare en France, parce qu'il y a guère, je crois, que du côté du BTP, avec l'OPP BTP, qui a une initiative qui a été prise. On a 2 entreprises du BTP qui sont présentes à la table ronde. C'est-à-dire qu'il me semble que dans les branches professionnelles, nous pourrions accélérer la prévention en réalisant naturellement à la fois des benchmarks, des innovations, des actions qui permettraient au plus grand nombre d'entreprises, en particulier les moyennes et les petites, de bénéficier d'innovations en santé-sécurité qui permettraient d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite, me semble-t-il. Je pense en particulier à des exemples qui pourraient être tirés du Canada et du Québec, voire d'autres pays de Nord-Europe, où l'approche par branche professionnelle et par activité professionnelle est beaucoup plus efficace pour avoir un résultat, systématique. Je ne sais pas qui souhaite intervenir, mais Monsieur Perrin, je vous ai vu opiner du chef quand on a parlé des nombreux textes. Alors, sur la partie branche, effectivement, notre branche d'activité, le BTP est doté d'un organisme de prévention, au PPBTP, qui a des actions vraiment très variées. Et, bon, ça s'impose aussi à nos entreprises. Bon, je travaille dans d'autres secteurs d'activité où c'est totalement absent. Dans les branches, on négocie la santé-sécurité sur des grands principes, mais il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas vraiment d'action. Oui. Alors, pour parler du Canada, nous avons une activité au Canada. Il est clair qu'avoir un accident du travail en Amérique du Nord, le coût n'est pas du tout le même que ce qu'on peut payer, ce que Vincent Guizot présentait tout à l'heure dans les tableaux. Là, on parle de millions de dollars. C'est plus des dizaines de milliers d'euros. C'est des millions de dollars. Donc, la prise de conscience est aussi fonction, je pense, de l'impact à un moment pécuniaire. Il n'y a pas photo. Les branches. Vous voulez rajouter un mot, Christian Boss? Oui, juste peut-être, effectivement, je partage totalement ce que vous venez de dire par rapport au Canada, parce que le Canada, ils ont une autre méthode de fonctionnement, parce que la médiation marche très bien au Canada, les risques psychosociaux fonctionnent bien, parce qu'ils travaillent en collaboration totale avec les partenaires sociaux. C'est-à-dire que, contrairement à la France, ils sont dans le peut-être imaginons ce qu'il pourrait arriver pour pouvoir se positionner, alors que nous, on est peut-être attendant à voir ce qui va nous arriver, on se positionnera après. M. Bossel, rien de plus, bon, c'est bon. Vous êtes d'accord? Merci. Est-ce que... Monsieur le Président, maire. Voilà. Oui, Pierre Cuny, donc maire de Thionville. Oui, quelques remarques. La première, c'est effectivement la prévention, c'est le parent pauvre, mais c'est pas uniquement en médecine du travail, c'est pas uniquement dans le monde de l'entreprise, c'est dans le monde de la médecine, puisque l'éducation et la prévention on a pendant des années théorisé sur une médecine curative et non sur une médecine préventive. Et aujourd'hui, que ce soit dans le travail ou en médecine, on est toujours le parent pauvre. Ça coûte 10 fois moins cher de prévenir le cancer que de le guérir. N'empêche que je crois que Thionville est la seule ville aujourd'hui, ville sans tabac en Moselle. Et lorsqu'on dit ça, c'est une énormité. Je pense qu'effectivement, la prévention... Alors vous parliez, monsieur, d'empathie. Je crois qu'il faut peut-être pas aller jusque-là, parce que l'empathie, c'est quelque chose de compliqué et qui est inné à soi-même. Mais la prévention, il faut que la prévention soit désormais enseignée. Et nous avons mis à Thionville 6 ans pour créer le département hygiène, santé, environnement. Et je remercie d'ailleurs Maurice et la Fondation Merci, parce que ce département n'aurait pas été créé s'il n'y avait pas eu l'aide de la Fondation Merci. Vous parliez de l'IUT, monsieur le Président. Seul département HSE en Lorraine. Et on m'a expliqué pendant 30, enfin pas pendant 30 ans, mais au moins les 10 dernières années, que ça ne servait absolument à rien de créer un département d'IUT hygiène, sécurité, environnement en Lorraine, puisqu'il en existait à Colmar, et l'autre, je crois que c'était à Vesoul. Donc voilà, c'est pour bien montrer. Et ce département, aujourd'hui, dans Parcoursup, c'est 450 demandes pour 20 places. Et donc cette culturation de la prévention et de l'éducation n'est pas, effectivement, dans les pays anglo-saxons, et scandinaves en particulier, plus qu'encore qu'anglo-saxons, ça fait partie du b.a.-ba
de l'enseignement qu'on peut avoir, alors que ça soit au niveau des écoles d'ingénieurs. On parlait tout à l'heure des branches professionnelles, je suis tout à fait d'accord qu'il faut l'inscrire, mais les chambres consulaires aussi devraient avoir un rôle majeur pour promouvoir la prévention et l'éducation. Deuxième remarque, et je ne serai pas plus long, ce qui nous pend au nez, enfin je vous le dis à toutes et à tous, je suis président et maire, donc j'ai 1200 personnes qui travaillent sur Thionville, sur la comité d'agglomération. Ce qui nous pend au nez aujourd'hui, c'est les risques psychosociaux majeurs post-Covid. Moi, je le dis à toutes et à tous, les effets dévastateurs du Covid, c'est pas... il y a eu des effets dévastateurs physiques, des gens qui sont décédés, des gens qui ont fait des Covid longs, mais les répercussions psychologiques du Covid, à la fois pour ceux qui ont un Covid long, pour ceux qui ont connu des gens qui ont décédé, mais aussi pour ceux qui se sont désinsérés du monde du travail, et notamment par le télétravail, est un élément majeur. Et nous avons sur une collectivité comme Thionville plusieurs dizaines de personnes qui ne veulent plus revenir au travail en présentiel. Et ça, devant nous, on a un effet dévastateur qui est en train de se passer et qui s'étend quand même sur l'ensemble de la société, parce qu'aujourd'hui, il y a un manque de travailleurs dans toutes vos entreprises. Mais pourquoi? On peut se poser la question. On a un taux de chômage quand même qui est un des plus bas maintenant, jamais atteint depuis 30 ans. Et on a des milliers, des centaines de milliers d'emplois qui sont non pourvus actuellement, et notamment dans des métiers qui sont compliqués, difficiles, avec des horaires atypiques. Et donc ça, c'est, en termes de santé au travail, c'est un défi colossal qui s'ouvre à nous, c'est de réinsérer des gens dans le monde du travail après la crise que nous avons connue, une crise qui était terrible. Pour certains d'entre vous, cette crise est passée, je veux dire, moi j'ai continué mon activité comme si de rien n'était, mais il y a des gens qui ont été complètement désinsérés pendant 2 ans, de la société, du monde, alors là, de l'interrelation donc sociale, et je pense que c'est quelque chose de très important que vous aurez à gérer dans vos entreprises, et notamment en termes de santé au travail. Merci, merci beaucoup. Rapidement, une réponse, parce que... Non, très rapidement. Alors, je me posais toujours la question en disant, je viens d'entendre ce que vous me dites, qu'est-ce que vous avez mis en place? L'élément qui dit, OK, on a un élément. Maintenant, c'est avec ça, comment on fait pour avancer? C'est-à-dire qu'on sait que potentiellement, il peut y avoir une problématique. Bon, dans certaines entreprises, ça peut arriver. Mais maintenant qu'on a ça, c'est qu'est-ce que l'on met en place? Et c'est ça la prévention, c'est de se dire, imaginons l'inimaginable. C'est comme un couple qui est en train de divorcer, où c'est très conflictuel, c'est de les amener à se mettre autour d'une table. Au moment où vous leur en parlez, c'est juste inimaginable, j'ai envie de taper sur l'autre. Donc, à un moment donné, métaphoriquement parlant, je parle, j'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie de communiquer avec la personne. Par contre, je me rends compte, après avoir été dans cette situation, qu'en fait, ça a été la meilleure des solutions. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et qu'est-ce qu'on met en place? Amener les gens à eux-mêmes trouver des solutions qui amélioreront les conditions de travail et qui amélioreront leur envie de continuer à travailler. Alors, suite au Covid à Thionville, on a fait un audit sur les 1000 personnes, 850 réponses, questionnaire. Ça, c'est jamais vu, 80% de réponses. Excellent. Et donc, Boto, ça. 120 items, et sur les 120 items, il y a 2 éléments majeurs. Risques psychosociaux, sur lesquels on va travailler d'ailleurs avec et la GESTRA et certaines des sociétés sur une aide et développement psychologique, clairement. Et puis, il y avait les problèmes relationnels à l'intérieur des services, où il y a tout un travail qui va être fait de rapport à l'intérieur des services qui va être retravaillé. Et puis je vais simplement paraphraser ce que vous avez dit tout à l'heure. Pour l'homme politique que je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas coupable de ce que vous comprenez. Merci pour cette intervention, Monsieur le Président. Allez, on prend une dernière question, pardon, parce que sinon je vais me faire gronder par l'organisateur. Parce qu'on aura encore beaucoup de temps pour dialoguer pendant le déjeuner. Oui, bonjour. Hervé Bédouin. Oui, Hervé Bédouin, donc président de l'UMM Lorraine et de l'UMM Grand Est. Et j'ai pendant 15 ans présidé l'usine classe à Voipy de machinisme agricole. Donc je voudrais d'abord mettre ma première casquette pour dire que les branches professionnelles font quand même quelque chose. Alors, l'UMM, c'est la moitié de l'industrie du Grand Est en termes d'effectifs. Nous avons, sur les 10 dernières années, eu une baisse de notre taux de fréquence. C'est-à-dire que dans d'autres branches, nous n'avons pas eu de stagnation, mais une baisse du taux de fréquence d'environ 6 points et du taux de gravité d'1 point, qui est le résultat quand même de campagnes de prévention qui ont été orchestrées aussi par notre branche. Et puis, juste un petit rappel, lorsqu'il y a 2 ans, nous avons vécu le confinement,
nous avons été les tout premiers, en quelques jours, à sortir un document qui était un guide pour les mesures de prévention à prendre dans les entreprises. Et nous avons immédiatement rouvert nos entreprises. Ce guide a été salué par l'État et largement copié. Et nous n'avons pas créé de cluster dans l'industrie. Je pense que ça, c'est important de le dire. Et ça montre aussi toute la responsabilité des chefs d'entreprise qui savent, eux, très rapidement prendre les bonnes dispositions efficaces et pragmatiques. Donc je pense que ça, c'est un point qui est important à souligner. Ensuite, on a parlé ce matin aussi beaucoup de l'Allemagne. Évidemment, en 15 ans, j'y suis allé très souvent. J'avais des fournisseurs aussi allemands. J'avais mes collègues en Allemagne. Je peux vous dire que je n'ai jamais été épaté par la sécurité dans les usines allemandes. Mes collègues travaillaient en basket et en short dans les usines. Voilà, donc je me dis, il y a quelque chose qui doit pas aller. Je ne sais pas encore forcément pourquoi, mais si j'ai une petite idée quand même. Et puis, je vais vous donner juste aussi un exemple très, très, très simple. Quand j'ai un lundi matin un chef d'équipe qui n'arrive pas parce qu'il est tombé de son toit en bricolant chez lui, je me dis que là, il y a quelque chose quand même de fondamental à travailler, parce que le même ne peut pas ensuite avoir toute la rigueur nécessaire pour faire respecter les consignes de l'entreprise. Donc on a quand même probablement un problème culturel à traiter. Et c'est la même chose dans les accidents. Moi, j'ai été confronté à des accidentologies de gens qui ont utilisé notre matériel dans des conditions incroyables en les escaladant, en France, en Italie. Donc tribunal, ministère, on s'en est toujours bien servi. Dans les mêmes circonstances en Allemagne, aucun problème. La faute de l'utilisateur de la machine a été considérée tout à fait naturellement, et il n'y a pas eu de problème. Donc attention aussi, il y a un fait culturel qu'on doit travailler. Bien sûr que nous le faisons dans les entreprises, tout ce qu'il faut faire, y compris la bobologie dont parlait Pascal ce matin, qui nous prend d'ailleurs beaucoup de temps pour un résultat qui est quand même assez médiocre. Mais je dis, nous devons travailler le plus tôt possible, tous ensemble, cette notion de prévention. C'est-à-dire qu'à la maison, quand j'utilise ma tondeuse, quand je bricole, ça commence là aussi. On se blesse, on meurt 7 fois plus en dehors du travail qu'au travail, globalement. Ça, ce sont les statistiques qui sont claires. Donc, voilà, j'aimerais qu'on aborde aussi ces points-là. On ne peut pas isoler la vie au travail de la vie en dehors. Je crois, on a employé le mot systémique, j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire comment on fait une approche globale de ce problème de prévention, parce que c'est bien avec la prévention que ça commence. Merci, Président. Une réaction rapide? Oui, très rapide. Moi, merci de ce que vous dites. Je pars toujours du principe, quand j'arrive à l'entreprise, si le matin, mon chien s'est fait écraser et ma femme est gravement malade, ou le contraire, je ne peux pas arriver à l'entreprise avec la banane en étant heureux de vivre. Non, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de mon aspect aussi personnel, parce qu'il n'y a pas de machine devant qui me dit tu es dans l'entreprise, tes problèmes, tu les laisses à l'extérieur. C'est à l'heure qui ne fonctionne pas. Donc il faut aussi tenir compte, mais il faut que l'autre tienne compte, mais je dois aussi tenir compte que je ne suis pas là pour imposer mon mal-être personnel à mes collègues. Donc voilà, c'est encore une fois de la communication, c'est de la formation, c'est un savoir-être pour un savoir-faire, ce qui nous amène à de la performance. Avant de clore ce tour de table, votre maître mot de ce matin qu'on doit retenir, madame, messieurs, c'est lequel? On repart avec quel mot-clé? Communication. Madame, monsieur, allez. Communication. Et puis moi je pense, si je peux me permettre, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en face de nous, on a des adultes. Donc entrepreneurs, employés, on est des adultes. Responsables. Il faut vraiment, parce que j'ai toujours cette impression où il y a toujours le patron puis l'exécutant. Il faut élever la personne qu'on a en face de nous à notre niveau et avoir cet échange. Il ne faut plus avoir cet échange de supériorité. Moi, je suis monsieur sécurité, donc c'est moi qui dois. Non, ensemble, on grandit ensemble, on fait les choses ensemble. Il faut faire comprendre à la personne qu'on a en face de nous que c'est aussi un adulte et que c'est ensemble qu'on arrivera à faire quelque chose. Et ça, c'est compliqué. Moi, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que c'est autant l'employeur que le salarié, c'est-à-dire que la prévention, ça doit se faire de façon collective au niveau de l'entreprise. Il y a trop souvent du dialogue un peu confiné, pas du dialogue confiné, mais de l'intervention entre les préventeurs et les employeurs qui n'implique pas assez le salarié. Le salarié n'est pas suffisamment impliqué. Et pour que ça soit vraiment du donnant-donnant, et ben voilà, il faut que ça... Vous rejoignez parfaitement, en fait. Donc voilà, tous les acteurs doivent être concernés. Donc, Christian Boss. Vivre ensemble. Vivre ensemble et bien vivre ensemble. Je me permets de rajouter. Jacques Perrin, c'est vous qui avez l'honneur du mot de la fin.
Lourd. Merci. Très lourd. Le travail qu'on essaie de faire, c'est vraiment de travailler sur le comportement. On a mis des moyens, on a des hommes, des femmes, des structures, des outils. On essaie même d'être innovant. On essaie de faire appel à l'intelligence artificielle maintenant avec des capteurs. Et on travaille avec des jeunes entreprises sur ce genre de choses. Mais le travail sur le comportement, c'est vraiment le travail de fond qu'on est amené à faire, que ce soit celui des salariés, les compagnons qui travaillent, qui construisent, leurs patrons, les chefs de chantier, les chefs d'équipe, directeurs de travaux, là aussi qu'ils prennent conscience et que la sécurité, la santé, c'est quelque chose d'important. L'histoire continue évidemment. Oui. C'était un bonheur de vous interviewer ce matin sur ce plateau. On Merci. vous applaudit très fort. Cher public, les organisateurs de ce colloque ont vraiment bien fait les choses. Je crois que cette matinée a été très riche en découvertes, des situations concrètes, des analyses pour comprendre, trouver des réponses pour agir avec efficacité au service de l'humain dans les organisations. C'est de cela dont il est question lorsqu'on parle de sécurité, de santé, de prévention. On l'a bien compris, faire que l'humain reste toujours au cœur des réflexions, des préoccupations des dirigeants, d'abord et toujours pour préserver la santé des personnes. Et on l'a vu aussi pour préserver la santé des entreprises et des organisations. Tout est lié. Il en va de notre capacité à le mettre en pratique au quotidien.